qui va commencer. Non, et c'est et Jean-Michel. Jean-Michel Lebeau aussi, donc qui est enseignant, je crois, du côté de Brest, même s'il se déplace des fois, qui va démarrer. Donc, ce qu'on peut faire, ce que je vous propose, c'est pour les gens, les participants, c'est que vous pouvez nous mettre, faire une petite présentation rapide dans le chat, avec vos noms, qui vous êtes, ce que vous faites. Ça nous permettra aussi de vous connaître. Et je vais passer Jean-Michel pour démarrer. C'est ça que c'est ça? Ouais, ou peut-être directement moi. Vas-y. Voilà. Eh bien, écoutez, bienvenue. Donc, moi, je m'appelle Claire, je suis donc déléguée de EdTech Grand Ouest. Et sur cette question des EdTech et de la place qu'elles prennent désormais, on va commencer tout simplement par écouter deux retours d'expérience. Enfin, un de Jean-Michel concernant ce qu'il fait avec les élèves de première, un autre de Benoît sur ce qu'il a fait pendant le confinement avec ses produits Learn and Go, puis un autre à nouveau de Jean-Michel sur les communautés éducatives qui se sont mis en place particulièrement pendant le confinement. Et puis au regard de ces trois retours d'expérience, on pourra échanger ensemble et peut-être que vous en avez aussi d'autres à nous partager sur justement cette nouvelle place que sont en train de prendre les EdTech dans l'école et l'enseignement, les enseignements à venir. Voilà, donc Jean-Michel, peut-être je te propose que tu commences et que tu nous racontes la place que les EdTech et notamment je sais pas comment ça s'appelle, la plateforme que tu as développée, comment ça s'est passé pendant le confinement pour les cours de français en particulier. Oui, bonjour à tous et à toutes. Oui, donc je suis professeur de français au lycée de l'Iroise à Brest et j'ai développé des usages du numérique en lettres au lycée depuis une dizaine d'années maintenant, en particulier autour d'un projet central qui s'appelle le projet iVoix, I-V-O-I-X, que vous pouvez aller voir en ligne puisque c'est un projet public. iVoix, c'est un blog. À la base, je l'ai lancé au moment, vous vous souvenez sans doute, c'est la préhistoire, notre préhistoire à nous, au moment du déferlement des blogs chez les ados il y a une douzaine d'années, en me disant qu'il se passait un phénomène qui pouvait moi m'intéresser en tant que professeur de français. Et donc j'ai ouvert ce blog sur la plateforme Overblog, que vous connaissez peut-être, sur laquelle je me suis allé un petit peu à l'aveugle, hein, parce que c'était le début de tout ça. Voilà, j'ai lancé ce territoire, cet espace numérique de classe où les élèves, tout au long de l'année, publient des écrits numériques d'appropriation des œuvres au programme du français en première. Ce sont des productions numériques variées. Pour donner quelques exemples de ce qui s'est fait dans les derniers mois, pendant le confinement en particulier, ils ont produit des selfies de poèmes, ils ont produit ils ont créé des publications qu'un personnage de roman aurait pu laisser sur le net, sur les réseaux sociaux en particulier. Ils ont créé des e-tombeaux à la mémoire de personnages de tragédies classiques ou contemporaines. Ils ont fait des productions extrêmement variées. Ça s'enrichit en permanence. Ça a très très bien marché. Ça marche depuis une dizaine d'années. On en est à peu près 27 000 articles écrits par les élèves en une dizaine d'années sur le blog. Et on en est là aujourd'hui à 2,5 millions de visiteurs depuis le début. C'est dire l'audience que ce travail innovant a recueilli, pas simplement auprès des élèves eux-mêmes, pas simplement à l'intérieur du lycée, mais dans toute l'académie, sur tout le territoire et même à l'extérieur. Le projet a prolongé sa dynamique pendant le confinement, alors que je n'étais plus là avec eux en présentiel, mais alors que tout se passait en distanciel. Alors le projet d'ailleurs se déploie au-delà d'un simple blog. On utilise bien d'autres espaces d'écriture et de publication. Pearl Trees, que vous connaissez certainement comme espace de mutualisation et d'interaction. Genially, comme autre espace d'écriture un petit peu multimédia. On détourne les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook à des fins pédagogiques.
informatique, on exploite les applications des smartphones, on se sert aussi bien entendu des espaces plus institutionnels avec Toutatis, le NT Toutatis de l'Académie de Rennes. Le projet a une dynamique dont je suis le premier surpris, puisque chaque année, je le relance avec de nouvelles générations d'élèves qui reprennent le flambeau pour réinventer l'apprentissage du français à l'heure du numérique. Mon ambition dans ce projet, elle est forte parce qu'il s'agit pour moi de réconcilier la culture du livre, la littérature que je suis censé enseigner, et la civilisation des écrans, celle dans laquelle baignent mes élèves aujourd'hui, et celle qui est aussi en train de transformer nos façons d'apprendre, de nous relier au monde, de lire, d'écrire. Le projet, de fait, selon mon expérience, après mon expérience, il amène à personnaliser et à fortifier la relation des élèves avec la littérature, qui n'est plus en 2020 aussi forte qu'elle aurait pu l'être peut-être à certaines époques. Les élèves écrivent autour des œuvres, ils écrivent de l'intérieur des œuvres, ils se sentent autorisés à augmenter les œuvres et à les continuer, ils se sentent autorisés à devenir auteurs grâce au numérique et dans le compagnonnage des écrivains. D'ailleurs, ce qui change aussi, c'est le rapport, comment dire, à la culture scolaire, qui n'est plus perçu par eux comme un simple patrimoine à transmettre, mais qui est plutôt perçu comme un bien commun à faire vivre, à partager, et dont ils se sentent partie prenante. Le projet permet évidemment de développer des compétences variées. Il développe aussi une communauté apprenante à l'intérieur de la classe. Moi, ce qui m'importe à travers ce projet, c'est la reconnaissance de l'élève comme sujet écrivant. L'imprimerie a jadis, on le sait, révolutionné la culture en diffusant la lecture. Aujourd'hui, pour moi, professeur de lettres, le numérique est en train de révolutionner la culture en diffusant, en démocratisant l'écriture. Jamais les adolescents n'ont autant écrit dans l'histoire de l'humanité. Jamais. Alors, c'est un constat qui amène un défi. Qu'est-ce que nous faisons, nous, pédagogues, et en particulier moi, professeur de français, de cette passion d'écrire qui anime nos élèves, qui anime nos ados. Et du coup, pour moi, pédagogue, professeur de lettres, la question c'est comment je transforme ces appétences d'écriture en compétences d'écriture. Alors ça suppose un véritable travail, c'est un défi, je pense que c'est un défi aussi pour les EdTech, enfin en tout cas de là où je suis. Je crois qu'il faut vraiment nous aider à mettre le numérique entre les mains des élèves, pas seulement des profs, ça c'est facile, c'est relativement facile, mais vraiment entre les mains des élèves pour qu'ils enrichissent leurs compétences d'écriture. Alors, ce qui se joue aussi, c'est l'autre défi, je crois, c'est pour l'école, c'est une vraie prise de conscience, c'est que non seulement on écrit plus, mais on écrit différemment, on écrit autrement. L'écriture se transforme. Elle se fait désormais volontiers multimédia, multimodale, sinueuse, fragmentaire, interactive, collaborative, etc. Or, l'écriture scolaire traditionnelle, ça n'est pas celle-là. Moi, professeur de français en lycée, je suis censé préparer mes élèves à une écriture de commentaires et de dissertations sur des copies. C'est là-dessus qu'ils vont être évalués au bac. Ces formats de l'écriture scolaire, ces formats scolaires de l'écriture me semblent obsolètes, mais vraiment obsolètes, et ont un facteur d'empêchement dans les apprentissages d'aujourd'hui. Moi, ce que j'attends des EdTech, justement, c'est qu'elles nous aident à réinventer l'écriture à l'école. Voilà, en quelques mots. Si j'aurais envie de continuer et te poser une question, quel serait ton rêve de la place pour que les EdTech prennent justement cette place attendue pour toi, pour relever ce défi? Alors, je pense qu'il y a des outils à imaginer qui peuvent simplifier les choses et nous aider à travailler. Là, il y en a un, par exemple, une EdTech qui est en train de faire un malheur dans l'éducation nationale depuis un an ou deux, et en particulier pendant le confinement, c'est Geniali. Geniali, vous connaissez sans doute, ça permet de faire des productions de type diaporama, pourrait-on dire, hein, mais c'est en ligne.
Et ça propose de l'animation, c'est-à-dire que ça permet d'intégrer du son, de la vidéo, des hyperliens, de se promener, d'aller sur Internet. On est dans la circulation des messages et dans la construction d'une page, d'une construction d'une textualité qui ressemble à celle à laquelle j'aspire. Et je pense que avec les tech, avec vous, on va pouvoir aller encore plus loin dans ce domaine. Alors, il y a un autre outil qui n'est pas Geniali, mais qui est développé par Learn Go, qui a fait aussi des miracles et qui est précurseur, je pense, de nouveaux apprentissages de l'écriture. Benoît, tu peux nous partager ce que tu as développé et ce que tu as observé, en particulier dans le confinement, sur cette nouvelle place des EdTech? Alors, juste, je reprends parce que Geniali, en fait, a été reconnu comme la meilleure EdTech au monde en mois de janvier au GESA, au Global Education Startup Awards. Et la deuxième, c'était Learn Go avec Caligo. Donc, et c'est vrai que moi, j'ai vu Geniali, c'est super ce qu'ils font parce que ça permet, ça aide et ça contribue à améliorer l'apprentissage et notamment faire en sorte que les élèves partagent ce plaisir. Le deuxième point, on partage aussi le besoin et l'envie d'aider les enfants, mais plus les enfants à écrire. Et nous, en fait, on vient de l'apprentissage sur les fondamentaux. Donc, on est une entreprise. On a été créé en fait à l'issue d'un projet qu'on a mené au début avec des laboratoires de recherche autour d'un cahier numérique d'apprentissage, notamment d'écriture, de gestes graphomoteur. Comment le numérique peut aider l'apprentissage des fondamentaux, notamment l'écriture. Donc, on est parti sur un projet. On avait initié l'étude, la démarche en 2013. On a été retenu fin 2014 par le ministère de l'Éducation. Et fin 2016, on a créé l'entreprise Learn Go. We learn as we go. On apprend en marchant. C'est notre volonté et puis notre mission. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un cahier d'apprentissage parti principalement sur tablette avec stylet. Et ce cahier, on l'a décliné pour bien sûr le cycle 1, donc maternelle, avec les différents niveaux, notamment au début sur faire en sorte que l'élève puisse saisir le stylet ou le stylo, l'appréhension, après sur la pression pour éviter ou aider l'élève à ce qu'il puisse écrire, et notamment et ne pas déchirer le papier. Et donc, en fait, avec un apprentissage numérique sur le numérique, et le numérique apporte des éléments intéressants parce que ça vous permet, d'une part, de personnaliser, d'avoir un feedback pratiquement en temps réel par rapport à la production. Donc, l'idée du projet, c'est de pouvoir analyser donc une production d'un enfant à partir de modèles. Et nous, on se définit comme des artisans. On n'est pas des pédagogues, on est avant tout des artisans au service des pédagogues, des enseignants. Et tous les projets qu'on construit, on les construit avec un collectif régional qui est principalement basé sur collaboration avec l'Académie de Rennes, avec les équipes, et puis aussi les laboratoires de recherche. Donc, on travaille avec, par exemple, le laboratoire de l'IRISA, l'Intudoc, au niveau de l'écriture. On travaille avec le laboratoire Expression à Lannion pour les phonèmes. C'est-à-dire que l'idée, c'est que à partir d'un phonème prononcé, on puisse le comparer par rapport à un phonème modèle et qu'on analyse, et puis derrière, qu'on apporte de la remédiation. Et ce cahier qui a démarré, donc on va dire fin 2014, donc maintenant on est à plus de 6 ans de travaux, qui a mobilisé à peu près plus de 7 millions d'euros aujourd'hui, tant projets collaboratifs que des commandes et de l'argent investi par l'entreprise, permet aujourd'hui d'apporter un élément de réponse dans l'apprentissage, pas seulement pour l'école, mais c'est aussi pour les enfants à besoins spécifiques. Parce que rapidement, à partir de 2016, on a vu que des orthophonistes étaient intéressés par la démarche. Parce que lorsque, en fait, on propose l'application, on va analyser, par exemple, sur une production, on va analyser l'ordre, le sens et la forme. Comment on écrit le caractère, le mot. Et puis maintenant, on va sur le cycle 2 où on va aller jusqu'à la dictée. Et donc, on a une application qui, au départ, était destinée à l'éducation, qui aujourd'hui est destinée aussi pour le monde des enfants à besoins spécifiques. L'idée, c'est de pas travailler sur l'analyse de la production, mais surtout sur la compensation et proposer une solution qui va accompagner donc les enfants lors de ces séances pour proposer aussi un travail de concentration
Et je reviendrai sur cet aspect de concentration. Et puis le dernier point aussi, c'est qu'aujourd'hui, on adresse aussi le monde des allophones pour apporter une solution pour les migrants, réfugiés et puis demandeurs d'asile. Donc, on a un point d'activité autour d'un projet de recherche européen. Donc, 3 déclinaisons autour d'une volonté, donc l'apprentissage des fondamentaux ou la compensation de troubles. Mais derrière, le point commun à tout ça, c'est de aider l'enfant à se concentrer et faire travailler le cerveau dans le cadre d'un apprentissage actif. Donc c'est vrai que souvent on veut opposer le numérique au papier, ainsi de suite, alors que pour moi, on est totalement complémentaires. Il y a eu une publication scientifique par l'équipe, notamment avec publication du laboratoire Loustic, Eric Jamet, Eric Anquil, côté Incudoc, et aussi Nathalie Beauté-Bonneton de l'ESP, qui indique dans cette revue, donc dans cette publication, l'intérêt d'avoir ce modèle hybride. Voilà. Et pour prolonger mes propos, c'est qu'on était parti sur des applications donc sur tablette, en mode, on va dire, sans Wi-Fi en France. On a développé une application pour les Anglais, curriculum anglais, mais avec souvent dans les écoles en Angleterre du Wi-Fi, donc un mode connecté. Et puis est arrivé le confinement, et je trouvais cette période très intéressante parce que en fait, ça nous a permis de expérimenter. Donc déjà, on expérimentait dans les écoles, mais comme les écoles étaient fermées, on a expérimenté sur un marché qui était principalement donc le marché des écoles, des parents en France, mais aussi en Angleterre et puis dans certains pays, où on a mis l'application gratuite, donc Caligo Practice, donc destinée aux parents, donc pour les enfants chez eux. Et puis on a essayé de voir quel pouvait être le comportement de l'utilisation de l'application à la maison. Et comme de façon étonnante, c'est qu'au début, on a eu énormément de téléchargements. Et ça a continué pendant des semaines. Mais surtout, ce qui est intéressant de comprendre, c'est est-ce que l'application allait être utilisée régulièrement et comment. Donc, on a eu beaucoup d'indicateurs qui nous ont permis en fait de voir un élément essentiel, c'est qu'un enseignant, on sait pourquoi il enseigne et tout ce qu'il apporte en termes de pédagogie, et que c'est pas la peine d'avoir une application. Ce qu'il faut apporter autour, c'est tout l'accompagnement qu'apporte aujourd'hui le maître des écoles auprès des enfants dans cet apprentissage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir que dès qu'on apportait du contenu à l'application, un peu comme un enseignant pouvait proposer des exercices à l'élève, en fait, il y avait une certaine assiduité de l'enfant, non pas une lassitude. Si on ne fait rien, en fait, on s'aperçoit que l'enfant, au bout de 4-5 semaines, une certaine lassitude de l'application et puis il passe à autre chose. Alors que si on lui propose du contenu régulier par rapport à ce qu'il a fait, peut-être contextuel, par exemple, il y avait Pâques, on a fait une semaine autour de Pâques, on a fait une semaine autour d'une application, autour du zoo, voilà. Donc on a alimenté, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y avait une vraie assiduité lorsqu'il y avait un accompagnement. Et puis l'autre chose, c'est qu'on a vu que on se devait de proposer une application qui était plus forcément que présentielle, mais aussi distancielle. C'est-à-dire que aujourd'hui, les applications doivent pouvoir être utilisées en classe, avec une analyse et un feedback en temps réel, donc qui apporte ce côté correction et puis remédiation. Et puis, quand l'enfant réussit, la petite étoile qui donne envie et un peu ce côté jeu. Et en même temps, qu'il soit en classe, mais aussi à la maison, avec le fait que l'enseignant puisse gérer la production de l'enfant et lui propose de nouveaux exercices. Et je crois que c'est ça qu'on a vu on va dire, en 4-5 mois, c'est cette capacité que le numérique propose aujourd'hui de proposer donc d'être le support à une pédagogie en présentiel, ce qui était le cas, mais aussi en distanciel. Et donc, on a appris beaucoup de choses. Et puis, c'est quelque chose sur lequel on peut débattre avec Jean-Michel, c'est que c'est vrai que souvent, on nous dit, ouais, les GAFA et autres. Et moi, je dis, en fait, nous, le support, c'est une commodité. Une tablette, aujourd'hui, est une commodité. Et ce qui est intéressant, c'est que on a sur le territoire, sur la région, des laboratoires qui sont au même niveau que les GAFA en termes de production pour l'apprentissage et notamment apprentissage des fondamentaux. Donc c'est ça qu'on a vu pendant quelques semaines et que je voulais partager avec vous. Bon, j'avais quelques slides, mais je pense que c'est mieux peut-être d'échanger, qui est un peu en support de mes propos. Et là, on pourrait continuer à échanger sur ce qu'on fait, donc tant pour les écoles que pour les enfants de besoins spécifiques ou autres
populations dites fragiles. Est-ce que tu pourrais nous, peut-être, avant qu'on passe à l'autre retour d'expérience de Jean-Michel, Ouais. nous dire, suite à ce que tu as observé et impulsé, quelle est la place que ont pris les EdTech dans ces enseignements des fondamentaux pendant ce confinement, et quelle place tu imagines qu'elles vont continuer à prendre? En fait, on va toujours arriver sur cette phase en fait, hybride. On aura de plus en plus donc cette approche hybride numérique, papier, papier numérique, notamment pour travailler sur les fondamentaux, par exemple, donc apprendre à écrire, à lire, à prononcer, à compter, voilà. Et après aussi personnaliser, parce que lorsqu'on est dans une classe et qu'on a 25-30 enfants, c'est difficile de voir et de comprendre les difficultés que rencontre l'enfant et que le numérique permet de rejouer. Et aujourd'hui, tout cet aspect-là de pouvoir rejouer ce qu'a fait l'enfant, comment il l'a fait, le sens, la forme, l'ordre, ça permet aussi à l'enseignant de mieux préparer ses séances après. Et puis derrière, c'est aussi que le numérique aujourd'hui, il est toujours au service des méthodes traditionnelles et de l'enseignant, et qui lui peut utiliser à bon escient ce numérique, pas forcément tous les jours, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le numérique, les enfants aujourd'hui naissent avec. Ils naissent avec. Alors que pour ma part, j'ai vu naître, moi je travaille toujours dans le numérique depuis 25 ans, mais depuis 2010, on a vu cette capacité à pouvoir produire sur des tablettes, qui n'existait pas avant 2009, il n'y a pas d'iPad. Donc, alors que des enfants sont nés avec le numérique. Et c'est vrai que on n'a jamais autant produit, jamais autant écrit. Je crois que c'est important de pouvoir tous ensemble, producteurs de solutions numériques, contribuer à cette utilisation pour faire en sorte que on puisse communiquer, mais aussi mieux. Donc, qui dit communiquer dit aussi une certaine indépendance. Et on voit aujourd'hui, donc c'est la journée contre l'échec scolaire. On est à un taux assez élevé en France. Hein. On est pratiquement à un enfant sur 5 qui ne sait ni lire ou ni écrire ou ni compter en 6e. On est 1 sur 5 en France. Il y avait ce matin un document intéressant sur France Inter sur l'école La Deuxième Chance, un public de plus en plus jeune qui accède à cette école. Donc ça veut dire que dès le départ, il y a des choses qui manquent. Et je pense que le numérique peut être une réponse. C'est pas la seule réponse, c'est un moyen, c'est pas une finalité, un moyen pour aider ce public à réapprendre, donner envie. Je crois que c'est donner envie parce que derrière, c'est la concentration. Et derrière, on fait travailler le cerveau. Qui dit faire travailler le cerveau, c'est un peu comme un chemin. On prend un chemin, on va prendre une deuxième fois, une troisième fois, on fait du sport. On fait 1 kilomètre, on fait 5 kilomètres, on fait 10 kilomètres, puis on a envie. Et je pense que c'est aussi notre rôle, c'est de donner envie à des enfants, à des collégiens, d'apprendre via des supports qui peuvent être numériques. Merci. On a envie de continuer du coup et d'écouter à nouveau une autre expérience en repartant à Brest. Jean-Michel, si tu peux nous raconter ce qui s'est passé dans les Living Labs et la façon dont les enseignants se sont coordonnés pour donner envie avec le numérique de continuer d'apprendre pendant le confinement. Oui, quelques mots peut-être sur le Living Lab interactif d'abord. Je ne sais pas s'il est connu par tous les participants. Je vois qu'il y a un Nicolas K qui vient de se connecter. Donc, comme c'est le grand ordonnateur de ce grand projet, il pourra me rectifier si besoin. Le Living Lab interactif, c'est le grand projet de l'Académie de Rennes autour du numérique éducatif qui a été mis en place, qui se déploie dans la région depuis 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant. Le but, c'est de mettre en relation tous les acteurs du numérique éducatif, du primaire à l'université, à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de l'éducation nationale, pour favoriser l'émergence d'un territoire apprenant. Alors, je ne veux pas en parler sous tous ces aspects, peut-être 2 aspects principaux, enfin, à mesure en tout cas. C'est les coopératives pédagogiques numériques qui ont été mises en place dans l'académie depuis 4 ans maintenant. Dans chaque département, il y a une coopérative pédagogique numérique avec des lieux précis.
dans lesquels les enseignants, mais pas que, sont invités à se retrouver pour échanger autour du numérique, pour partager leurs pratiques, pour découvrir de nouveaux outils, pour se co-former. Ce sont des espèces de Fab Labs pédagogiques qui ont été mises en place et qui ont une dynamique maintenant assez appréciable, je crois, qui se diffuse en plus à l'intérieur des établissements. Un autre aspect important de cette dynamique-là, c'est ce qui s'est passé précisément pendant le confinement, où beaucoup de gens qui sont investis dans ce Living Lab interactif, qui sont aussi des formateurs aux usages pédagogiques du numérique, eh bien, ont dû réagir dans l'urgence en Bretagne pour créer des espaces en ligne où les enseignants puissent trouver des outils et des ressources, pour proposer des webinaires pour des prises en main rapides et efficaces d'outils variés, depuis la classe virtuelle jusqu'à Genially dont on parlait tout à l'heure, des outils d'écriture collaborative en passant par Moodle selon les besoins des gens. Il y a eu plusieurs centaines de webinaires qui ont été mis en place et qui ont très très bien marché, avec à chaque fois entre 20 et 30 profs qui participaient de toute l'académie. Ce qui s'est mis en place aussi, ce sont des émissions régulières de Wikiradio sur la plateforme académique, des web idées avec des participants qui venaient partager leurs réflexions ou leurs expériences. Bref, une dynamique très importante et très intéressante, en particulier dans ce contexte-là. L'intérêt d'un dispositif comme celui-là, c'est de mettre du jeu, de la souplesse, de la fluidité, de l'interaction, du mouvement dans un système éducatif qui, on le sait, a tendance à être un petit peu pyramidal, un petit peu massif, un petit peu lourd peut-être même parfois. Il y a de nouvelles circulations des savoirs qui s'instaurent avec ce Living Lab interactif. On voit des professeurs des écoles qui forment des professeurs de lycée, on voit et vice versa bien sûr, des universitaires qui viennent regarder ce qui se passe dans les classes de collège pour analyser les apports de tel ou tel outil numérique. On voit des partenariats qui se tissent avec des associations ou avec des entreprises. Bref, ce Living Lab interactif met de l'air un petit peu dans le système. Et ce qui se transforme surtout, l'enjeu est un petit peu celui-là, c'est la forme scolaire de la formation des enseignants, avec de nouveaux espaces, de nouveaux lieux, les tiers-lieux que sont les coopératives pédagogiques numériques, voire l'espace personnel de l'enseignant quand il suit un webinaire, ce qui change beaucoup la donne. Ce qui se transforme aussi, c'est la temporalité même de la formation des enseignants, puisque ce ne sont plus des journées institutionnelles dans lesquelles on se rend une fois tous les 3 ans, mais c'est quelque chose de beaucoup plus, plus rapide à organiser, à faire, plus instantané, plus court aussi, puisque ça peut être un webinaire d'1 heure ou un apéro pédagogique où les profs se retrouvent dans l'établissement. L'enjeu, c'est la transformation de la formation chez les enseignants, je crois, vraiment, et c'est un enjeu pour les années à venir. Le Living Lab interactif essaie de lancer cela. J'espère qu'il va continuer et y réussir. C'est-à-dire non plus une formation initiale, en gros c'était ça la formation des enseignants, une formation initiale avec un lâchage ensuite dans le grand bain, mais là on est vraiment dans l'esprit d'une formation tout au long de la vie, pour que chaque enseignant continue à se sentir apprenant au long de son parcours professionnel, ce qui n'est pas simple, ce qui n'est pas gagné pour un enseignant de rester un apprenant. Et c'est vraiment un enjeu majeur. Et aussi, ce qui se transforme, c'est que ce n'est plus une formation, pyramidale, descendante, où l'on viendrait diffuser de pseudo-bonnes pratiques. C'est vraiment l'esprit d'une co-formation basée sur des échanges de pratiques, où chacun les découvre, se les approprie et développe aussi la capacité à les adapter à son propre contexte de travail, parce qu'il n'y a jamais une bonne pratique en soi. Dans l'expression coopérative pédagogique numérique dont je parlais tout à l'heure, il y a pédagogie, il y a numérique, mais il y a surtout le mot coopération, coopérative, coopération. Le but, c'est de diffuser les valeurs de la coopération chez les enseignants et aussi, espérons-le, chez les élèves. Voilà en gros le projet.
Merci, ça fait une autre expérience riche hein, où le numérique vient rencontrer cette communauté éducative. J'ai un peu envie au pied levé de passer la parole à Hubert Gervais qui a probablement aussi une autre expérience. Hubert, tu serais d'accord pour nous partager la façon aussi dont le numérique rentrait alors de façon très fine dans les apprentissages avec le chat neuropédagogique que tu as développé. Et puis si… Alors, merci Claire. On pourra apporter certainement plus de témoignages dans quelques semaines ou dans quelques mois, puisqu'on vient de concrétiser avec quelques écoles la mise en place du chatbot pédagogique en construisant des parcours sur mesure par cursus scolaire. On est plutôt dans l'enseignement supérieur. On n'est pas encore arrivé dans les collèges ou dans les lycées, donc on commence en BTS et on va au master. Et l'outil est en fait vu par les écoles. Donc les écoles qui vont jouer le jeu avec nous sont le M Normandie, sont l'ITESIA. Il est vu comme un complément pédagogique, il est vu comme une solution au fait que le Covid est un risque cette année et que les cours pourront peut-être pas tous avoir lieu dans les meilleures conditions. Et il est vu surtout dans la possibilité d'avoir des professeurs qui auront plus un rôle de mentor, un rôle d'expert, qui seront inspirants et qui inverseront un peu les apprentissages en faisant de la classe inversée, c'est-à-dire en demandant aux élèves d'aller discuter avec un chat virtuel qui leur apportera des savoirs et qui leur posera des questions, et en demandant aux élèves de venir en cours avec des questions complémentaires s'ils n'avaient pas compris, pour pouvoir continuer cet apprentissage. Donc l'objectif de ces écoles, c'est d'arrêter les devoirs de classe où on va noter à 11 sur 20 et dire à l'élève qu'il n'a pas eu une assez bonne note. Non, je suis là. Plutôt de dire, voilà, vous êtes à 50% de votre savoir, à 60%, et on vous conseille de compléter vos apprentissages dans tel axe pour arriver à bien sûr 100% des savoirs. Donc c'est comme ça que sont utilisés un peu les robots d'apprentissage pour cette continuité pédagogique et surtout la mesure des acquis, et permettre aux professeurs d'adapter leur approche en fonction de ce qui aura été retenu par les élèves. Merci Hubert. Je ne sais pas si d'autres ont d'autres expériences à nous partager sur cette nouvelle place des EdTech qu'elles sont en train de prendre dans l'école. Je vois que le chat est plein d'idées. Ouais. Jean-Michel, je pense qu'il y a besoin en fait à ce que tu diffuses un peu dans apparemment une administration centrale. On parle d'une administration centralisée. Alors, c'est-à-dire que l'esprit du Living Lab se diffuse à l'administration centrale, c'est ça? Alors, non, la question… Là, je vais aller voir le chat. Ouais, va voir le chat, là, ouais. C'est vrai que ça bouscule, en fait, ça bouscule les habitudes et c'est notre façon de voir les choses. Je n'arrive plus à y accéder. Cette question, en tout cas, alors si je la comprends bien, je pense que ça bouge aussi du côté de l'administration centrale. Il y a à l'échelle du ministère et à l'échelle de l'académie une espèce de Fab Lab qui s'est mise en place, s'appelle le 101 bis au rectorat. 110 bis, voilà, c'est Nicolas qui parle. Tu peux en parler peut-être, Nicolas, parce que tu es responsable. Sûr. Bonjour à tous. Alors, responsable, on est une équipe, hein, c'est un peu large. Alors, c'est pas vraiment Fab Lab, je corrigerai, parce que les Fab Labs, ça ramène vraiment à la fabrication numérique. C'est très, très ciblé finalement comme approche. Ce qui est commun, par contre, à l'approche Fab Lab, c'est l'idée de documentation, de partage, de faire communauté. Mais le 110 bis, en fait, c'est une émanation régionale. Il y en a à peu près maintenant, en tout cas, il y a un souhait d'en avoir un peu dans chaque académie, d'avoir un maillage. Et c'est une relation ou un cousinage avec le 110 bis du ministère, qui est un lab de transformation publique, mais qui rejoint un peu cette idée qu'on a mis avec les coopératives, hein, d'avoir justement un lieu avec un peu plus d'horizontalité, un lieu où on quitte un peu son costume quand on y rentre et la voix de chacun porte au même titre. Puisque c'est vrai qu'on est dans un univers éducation nationale quand même assez hiérarchisé, hein, et avec l'idée justement aussi d'ouvrir à des partenaires et de faire avec un peu dans cette idée de Living Lab, et donc qui est situé au sein du rectorat, qui s'ouvre progressivement et qui se met en place pour avoir justement une programmation qui soit ouverte à tous, où chacun puisse s'y retrouver et aussi s'en saisir.
Et c'est vrai que je l'écrivais dans le chat, hein, là on est sur un webinaire EdTech avec le cluster. L'idée du Living Lab aussi, tu l'as très bien dit Jean-Michel, pour aller un peu plus loin, il y a aussi d'autres partenaires que sont les collectivités, que sont les associations d'éducation populaire, que sont d'autres opérateurs comme Canopé, l'INSPE. Donc tout ça c'est pour la formation plutôt prof. Mais pour d'autres acteurs, c'est vraiment l'idée de faire de la conception centrée usager, utilisateur en fait. Et je pense que pour les entreprises, les EdTech ou les startups, enfin bref, c'est vraiment se rapprocher et faire avec, bien comprendre les spécificités et le fonctionnement de l'éducation nationale des collèges et du numérique qui est particulier parce qu'il se partage entre collectivités et État. Donc, c'est un truc qui n'est pas toujours simple à saisir de l'extérieur. Et pour pouvoir vraiment créer des produits avec des boucles, mais je pense que Benoît pourra témoigner, hein, c'est un peu ce qui s'est Mm. passé avec Caligo, avec Mm. Kidoo, et puis là avec Cassip, qui est Mm. vraiment une suite du projet Mm. IFRAN, on l'a fait aussi avec Ouais, la tout à fait. Wikiradio Saouti. C'est Ouais. vraiment une proposition, on l'analyse, on la teste, on Mm. refait un tour, et voilà, on continue comme ça, et on améliore sans cesse le produit pour qu'il Mm. corresponde vraiment à des usages et qu'il soit adopté, développé, quoi, et En sachant connu. que l'adoption, elle n'est pas forcément immédiate, elle est souvent ça demande énormément de temps. Je crois que ce qu'on oublie de dire et de percevoir, c'est des choses qu'on a pu échanger avec Jean-Michel, c'est que le temps de l'éducation, c'est pas le temps de l'entreprise. Et là, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent dans les tech, mais très peu survivent parce que ça demande énormément de temps et ça oblige d'avoir plusieurs projets en parallèle pour permettre à un moment donné de lancer, par exemple, Caligo aujourd'hui. Pour revenir par rapport à ce que dit Nicolas, c'est que Caligo, l'avenir immédiat, il est plus à l'international qu'en France parce que l'acculturation digitale n'est pas la même. En Angleterre, il y a eu des plans de développement et d'investissement sur le numérique qui a permis d'avoir déjà cette acculturation digitale dans les années 2000. En France, on est sur le lycée où il y a de plus en plus de digital, sur les collèges, et puis au fur et à mesure sur le primaire. Mais ça n'empêche, on a identifié des vrais axes d'amélioration, notamment avec l'oustic, l'ESP, sur dire, voilà, il y a des méthodes à faire évoluer. On le sait, c'est éprouvé scientifiquement, il y a des publications, mais on sait très bien que ça va prendre énormément de temps. Et le problème, c'est pas d'avoir raison. Le problème, c'est surtout de pas d'avoir raison. Nous, on est des artisans au profit des pédagogues, mais ça prend énormément de temps. Et ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'initiatives et hélas, à cause de ce manque de financement, beaucoup d'initiatives tombent à l'eau au bout de 2-3 ans, qui correspond à peu près le financement de Pôle emploi, pour faire simple. Et c'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui, on souffre, il y a plein d'initiatives. Et moi, j'ai vu d'initiatives il y a quelques années et qui pourraient être réutilisées aujourd'hui ou reprises aujourd'hui, sauf que c'est parti et ça a disparu. Et je pense qu'il y a besoin, lorsqu'on fait aujourd'hui dans un collectif, moi je reviens aussi sur ce qu'on fait avec Nicolas, on n'est pas sur le même temps, il y a le temps de la recherche avec des thésards. L'entreprise a parfois besoin de la solution maintenant, alors que la recherche, c'est un temps de 3 ans, voire plus long. Et c'est de trouver une relation de confiance. Tout à l'heure, tu as abordé un peu ce point-là, Jean-Michel. C'est cette relation de se faire confiance entre les acteurs de l'académie, pédagogues, les chercheurs et puis l'entreprise, et faire en sorte qu'on arrive à avoir un dispositif sur les territoires qui commence à être intéressant parce qu'il y a d'une part, il y a une confiance, une volonté de travailler ensemble, de collaborer, et puis de se dire, ouais, ça prend du temps, il faut qu'on expérimente, par exemple sur le cycle 2 aujourd'hui sur lequel on travaille. Donc on est parti sur le cycle 1, donc c'est maternelle, cycle 2 c'est CP, CE1, CE2, on va aller jusqu'à la dictée. Et bien, avant de faire l'application, c'est tout le loustic plus l'ESP qui prépare le terrain. Sans ça, on n'aurait aucune légitimité. Et aujourd'hui, tout ce qu'on fait, la légitimité, elle n'est pas seulement l'innovation technologique, elle est aussi l'innovation pédagogique. Et le confinement nous a permis aujourd'hui de dire, ah ouais, il faut en plus que la pédagogie soit distancielle. C'est-à-dire qu'on puisse avoir une relation qu'on propose du contenu animé à distance et permettre aussi d'avoir, en cas de confinement, retour confinement ou d'autres problèmes. Et techniquement, c'est possible, mais il faut que la pédagogie suive et soit adaptée. Et ça, on peut le faire dans le cadre de projets collaboratifs. Une entreprise toute seule, mis à part s'appeler, je sais pas comment, c'est pas possible parce qu'en plus, il faut le temps d'adoption. Et ce temps-là, il est long. Benoît, moi, je vois deux soucis dans ce que tu dis, tu as complètement raison. La première chose, c'est qu'en France, au niveau de l'éducation nationale, la pédagogie est dans la main des professeurs, déjà. Donc, a priori, c'est eux qui vont bloquer parce que tant qu'ils ne seront pas convaincus, on ne peut pas les convaincre prof par prof, il n'y aura pas d'adoption.
Mm. Moi, le peu de tests que j'arrive à faire, ils sont sur des écoles d'enseignement supérieur ou privées qui peuvent prendre des engagements. Je voudrais faire le parallèle parce qu'on a peut-être un rôle justement au niveau des associations d'EdTech de convaincre, un parallèle avec toutes les initiatives qui sont faites dans le domaine de l'inclusion en France avec le ministère du Travail. Mm. Il y a le Pôle emploi qui est là pour essayer de ramener des gens dans le travail. Il y a les missions locales aussi, mais c'est pas suffisant. Donc l'État a mis en place des fonds pour des appels à projets. Et il y a des millions qui sont dédiés à ça pour que de vrais tests puissent avoir lieu, mais de vrais tests qui ont aussi une réalité économique, c'est-à-dire qui puissent permettre de financer les startups et les innovateurs dans leurs tests. Et les tests ont lieu sur 2-3 ans. Et ça, le ministère de l'Éducation nationale est peut-être pas dans cet axe-là. C'est peut-être là où on doit travailler pour essayer de les convaincre de tester, de tester, de lancer 3-4 appels à projets, de faire un fonds, je sais pas moi, de 30-40 millions d'euros pour que il y ait une quinzaine de tests qui se fassent et qu'il y ait au bout de 3 ans un vrai rapport qui tombe en disant ça a marché. Mais en fait, et ça, l'éducation nationale n'est pas prête à le faire parce que je pense que la pédagogie n'est pas, un directeur d'établissement par exemple peut pas prendre cette décision-là parce qu'il n'a rien à dire. Non. Après, aujourd'hui, nous, on est soutenu par la DNE, la Direction numérique de l'éducation, là, qui a lancé des projets innovants, donc sur lesquels on est financé. Mais c'est un projet qui a été lancé en 2018. En fait, non, qui a été lancé en 2017. Réponse septembre 2018. Décision, démarrage, je crois septembre 2019. 3 ans. C'est le problème. En fait, il y a l'initiative. Et c'est vrai que derrière, c'est un monde qui est très cloisonné, qui s'ouvre de plus en plus. Moi, je trouve qu'il y a énormément d'évolution depuis 5-6 ans à noter. Mais il y a l'EdTech aujourd'hui en France, c'est peanuts par rapport à d'autres plans. C'est rien. C'est rien. En fait, on parle souvent d'environnement et on est tous concernés par l'environnement, par l'écologie. Mais quand on regarde notamment cette journée contre l'échec scolaire, de refus de l'échec scolaire, mais est-ce qu'on sait que très bien qu'aujourd'hui, 1 euro sur la formation des enfants, c'est 8 euros économisés plus tard. En fait, aujourd'hui, je dis pas que l'EdTech est une solution, c'est un moyen, mais je pense que c'est au pouvoir public aussi de prendre conscience que si on ne fait rien, on envoie une génération, pratiquement, une génération dans le décor parce qu'on n'aura pas su les accompagner dans l'apprentissage. Ce que fait Jean-Michel, moi, c'est remarquable, tout ce qui est fait et toutes les équipes, je trouve super. La seule chose, c'est qu'il y a besoin de diffuser, de partager et d'accélérer. Parce que globalement, ouais, on peut parler d'environnement, mais si derrière nous, la formation, l'éducation, on n'est pas au niveau, alors souvent on parle de la France, le 26e rang au niveau le CDE ou autre, je ne sais plus quels sont les différents palmarès, donc on brille pas là-dessus. Mais ça veut dire que par rapport à d'autres pays, peut-être qu'on doit revoir en profondeur nos pratiques, mais ça, je suis pas pédagogue, donc je ne me permettrai pas. Mais quand on voit, par exemple, dans les pays nordiques, où le vivre ensemble sur le côté faire des choses jusqu'à 6 ans avant d'aller sur des aspects plus théoriques et autres, c'est intéressant de voir un peu ce qui se passe ailleurs pour dire qu'est-ce qu'on pourrait prendre. Alors souvent, on parle de méthode Singapour pour les mathématiques, parce que qui est plus très pratique. En fait, on arrive à faciliter la compréhension des mathématiques. Je trouve qu'il y a plein de choses à faire. Après, ce qu'il faut, c'est bien sûr ce temps et peut-être que l'administration, je sais plus, je disais le chat, là, l'administration centrale, ça aide pas, mais je crois qu'il y a une volonté, notamment dans le territoire. Moi, je crois beaucoup dans ce qui se passe dans les territoires, notamment sur la Bretagne, où il y a une vraie volonté de collaborer. C'est aussi ce que soutient alors on dit pas cluster, on dit plus cluster, mais le hub. Voilà, parce que je pense que c'est ensemble qu'on y arrivera, parce que c'est un projet qui est avant tout collectif. Alors, moi, je pense que ça serait bien à ce stade-là de notre webinaire, là, qu'on revienne sur notre question de départ, sur quelle est la place des tech aujourd'hui dans l'école et la formation de demain. On entend qu'elle est à la fois dans les apprentissages de façon très fine, comme peut le faire Caligo ou Tiny Coaching, vraiment sur le geste et la démarche même d'apprentissage. Elle peut être aussi dans les coopératives et les groupements d'enseignants et de formateurs. Et puis, on arrive sur ce 3e niveau que les EdTech rentrent ou devraient rentrer et pourraient rentrer davantage dans la communauté plus large et les décideurs sur les questions d'enseignement et de formation. Et il me semble que c'est bien l'objet de
de nos échanges, hein, c'est de rassembler nos forces pour être à chacun de ces niveaux et de pouvoir être force voilà, de compétition. Il y a un quatrième niveau, moi, que j'aimerais bien aussi, dont et de passer la parole à Stéphane Topin, parce qu'il me semble que c'est aussi un autre exemple d'une expérimentation qui est en train de naître sur la place des EdTech dans la formation continue et la façon dont des initiatives peuvent se fédérer. Stéphane, tu veux en dire deux mots? Oui, volontiers. Merci Claire pour le passage de témoin. Donc, effectivement, je rebondissais sur l'expérimentation des Living Labs qui nous a été présentée. Et je posais la question de savoir si c'était ouvert sur l'extérieur, notamment pour mixer les enjeux de formation qu'ont les enseignants avec les enjeux de formation qu'ont les formateurs pour adultes dans le cadre de la formation professionnelle. Et je posais la question à titre aussi intéressé, puisque moi, à titre d'entreprise, je lance actuellement une plateforme qui s'appelle l'école.com, l-école.com, et qui a une signification un peu particulière. C'est un acronyme qui signifie l'espace de co-learning. Et cet espace de co-learning, il a vocation à permettre aux formateurs d'accéder à ces tiers-lieux. Donc, est-ce que les Living Labs qui sont mis en place par la région Bretagne sont accessibles pour expérimenter des choses avec les EdTech et découvrir ces lieux d'apprentissage? Je te laisse répondre, Nicolas, peut-être? Oui, bah en fait, moi j'ai coutume de dire que on est plutôt toujours sur une réponse qui est et oui, oui, pourquoi pas, plutôt que non de principe déjà. Donc le plus simple, je pense, c'est de se rencontrer pour voir un peu les conditions. Souvent, je reviens un peu sur ce qui se disait. Je crois que le Living Lab, il sert beaucoup à s'apprivoiser. Alors le mot est pas très très joli, mais finalement à sortir un peu des a priori que les uns ont sur les autres, hein, surtout au niveau de l'éducation nationale, on est quand même souvent vu. Et puis pareil, hein, les enseignants, la vue sur les tech ou l'entreprise en règle générale, c'est pas toujours glorieux. Donc le Living Lab, ça permet justement de faire le pas de côté et de se dire, bah voilà, en fait, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de bons. On a tous un peu nos intérêts. Comment est-ce qu'on fait pour faire ensemble et avancer en fait au service des élèves, hein, parce qu'en fait, c'est quand même ça ce qui nous guide à la fois nous. Alors, c'est vrai qu'on s'adresse un peu plus aux enseignants. Mais pour revenir à ta proposition, Stéphane, je pense que le plus simple, c'est vraiment qu'on se rencontre, qu'on voit à peu près toi ce que tu veux faire, en quelle mesure nous, on peut être à tes côtés, si c'est jouable, comment c'est jouable, et voir justement si on peut construire quelque chose. Bah, avec grand plaisir. Parfait. Bah, écoutez, je te mets mon mail dans le chat. On vous laisse tous les deux poursuivre. Moi, je Non, mais je lui mets mon mail et puis comme ça, il voilà. pourra me contacter et on voit. Et je suis sur Rennes, mais je me déplace. Je propose de conclure avec Benoît qui a dont le téléphone crépite et qui doit partir, j'entends, au ministère, rien que ça. Non. Justement, il y a des messages à passer. Oui, mais en fait, tu sais, là-dessus, en fait, moi, je rencontre au ministère des gens qui sont très bienveillants. En fait, dès qu'on a des idées, je dis pas qu'on a les meilleures idées, mais dès qu'ils voient l'intérêt pour l'apprentissage, l'éducation, ils sont prêts. Après, il faut savoir parfois beaucoup patienter. Et la patience, c'est pas forcément l'atout majeur d'une entreprise. Nicolas, c'est pas un atout. Des fois, c'est quelque chose qu'on peut plus faire. Voilà, c'est ça. Et que globalement. Tu peux nous dire peut-être ta propre conclusion sur la place des EdTech aujourd'hui, peut-être aujourd'hui dans l'éducation et l'enseignement, et celle que tu regardes dans nos échanges, que tu verrais. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que, et notamment Nicolas en a parlé, c'est qu'on a un vrai terreau de travail, d'expérimentation sur l'Ouest. Je pense qu'on a tout intérêt chacun à partager. Il y a plein d'idées. Il y a sûrement un plan de relance à venir qui va permettre de libérer quelques euros pour les techs. À nous de savoir profiter de cet intérêt pour proposer cette continuité de ce qui a été fait auparavant, notamment avec
cet aspect distanciel. Je crois qu'aujourd'hui, l'apprentissage hybride, tant présentiel que distanciel, va se développer. On a une vraie carte à jouer. Moi, je suis pas un pédagogue et je ne peux que en fait souscrire à ce qui a été dit avec Jean-Michel et ce que vous avez partagé. C'est que il y a besoin de faire évoluer les acteurs de la pédagogie et c'est à nous, entreprises, de les accompagner. Nous, les entreprises, on ne sommes que des artisans. Le problème, c'est pas d'avoir raison, c'est vous qui devez conduire cette évolution, cette transformation. Le numérique doit vous y aider, mais avec le soutien des entreprises. Mais avant tout, c'est vous qui avez en fait les clés de l'avenir et de l'éducation. Merci. Voilà, je vous laisse. Merci beaucoup. Ouais. Au plaisir. Merci. Vraiment, merci. Voilà. Peut-être Jean-Michel, est-ce que tu veux apporter ta propre conclusion Oui, je peux rebondir sur ce que disait Benoît. Il me semble effectivement que d'une manière générale, de façon l'intérêt du numérique, c'est ce que ça apporte à la pédagogie. Donc la question qui se pose aux EdTech, c'est qu'est-ce qu'elles apportent aux pédagogues? Qu'est-ce qu'elles peuvent transformer dans la pédagogie qui est la pédagogie traditionnelle? Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont trop vu des nouveautés entre guillemets technologiques, qui en réalité invitaient à une pédagogie traditionnelle, à des exercices mécaniques d'entraînement, d'application. Je pense qu'il y aura une entrée massive du numérique dans l'école quand le numérique avec l'école arrivera à faire passer une pédagogie active, créative et collaborative. Et c'est vraiment les domaines sur lesquels on doit travailler ensemble. Merci. Tout un programme pour la EdTech et pour EdTech. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Ouais, il y a aussi sûr, un enjeu qui, je pense, dans lequel les enseignants, en tout cas l'académie, est assez sensible, c'est aussi la transparence au niveau des données, le RGPD, qui est un des gros enjeux actuels et qui, je pense, concerne aussi les EdTech. Et du coup, c'est vrai que c'est aussi dans ce cadre-là que ça doit pouvoir se faire, ce qui n'est pas du tout un problème, je pense, mais en tout cas, qui peut en tout cas être un frein s'il n'est pas levé, je pense, côté académie en tout cas. Peut-être qu'il y a des enseignants qui ne se posent pas trop les questions, mais en tout cas, besoin d'éclaircir le débat parce que c'est un peu comme la 5G actuellement, ça part un peu dans tous les sens, le RGPD. Et je pense qu'on peut poser les choses bien et que les EdTech peuvent aussi apporter ça, je pense. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, Nicolas, je crois qu'il faut faire attention parce qu'il y a une possible confrontation de valeurs, une confrontation culturelle entre les tech et l'éducation nationale. Et il faut le dire parce qu'il faut être transparent et conscient de ça. Il y a des valeurs dans l'éducation nationale, chez beaucoup de profs, qui sont tout à fait légitimes. Je pense à la neutralité, à la gratuité, à la sécurité. Comment les tech se positionnent par rapport à ça? Et il y a des valeurs chez les tech, je pense à l'expérimentation, à l'innovation, qui, dans mon sens, évidemment, ont tout intérêt à venir infuser l'éducation nationale aussi. Ça fait une belle conclusion, ça. Donc, au sein de EdTech Grand Ouest, on va continuer évidemment à faire ce travail d'assemblier, en tous les cas de fédérer pour pouvoir avancer dans ce que vous venez de dire. Très concrètement, on se retrouve donc tous les mois pour ce webinaire d'échange sur ces sujets-là. Je vais laisser Sylvie présenter le prochain webinaire. Sylvie, tu peux mettre ton micro? Alors, je mets mon micro et ma caméra. Voilà, merci. Donc, dans la continuité, en fait, de ce que disait Benoît, en fait, le prochain webinaire, ça va vraiment être articulé autour de comment, justement, arriver à organiser le mix idéal entre présentiel et distanciel. En fait, ça va être autour de cette thématique-là, probablement avec un établissement de l'enseignement supérieur, dont on attend la confirmation, Claire. Exactement. Et puis, en alternance de ces webinaires sur des questions d'actualité, de pédagogie et des EdTech, nous organisons une nouvelle formule tous les 15 jours dédiée aux adhérents. Et le prochain, ça va être Stéphane qui va l'animer. Je te laisse la parole, Stéphane, pour le présenter. Ok, donc j'ai déjà un petit peu dévoilé tout à l'heure. En fait, pour inaugurer ce format destiné aux membres d'EdTech Grand Ouest, on vous propose un webinaire qui aura lieu le 7, le mercredi 7 octobre à 18h, consacré au lancement donc, de la plateforme l'école.com que je vous présentais tout à l'heure en quelques mots. Donc, l'école.com, c'est une plateforme de formation collaborative
qui a vocation à mettre en relation des formateurs et des apprenants, et puis également à connecter un réseau de lieux propices à accueillir des formations, qu'on appelle des espaces de co-learning, qui sont sur la même base que les espaces de coworking, que les tiers-lieux de coworking, mais qui sont dédiés à la formation. Et donc, je vous présenterai plus en détail, pas dévoiler tout ce soir, mais je vous présenterai plus en détail le projet et l'objectif, c'est d'avoir vos retours d'expérience et puis de challenger un petit peu le projet pour essayer de l'améliorer puisqu'il est en tout début de sa vie et en phase de lancement. Donc, voilà. n'hésitez pas à participer. Ces nouveaux webinaires sont dédiés uniquement aux adhérents de l'association et ils vont être montés comme un lieu finalement et un temps d'échange de nouvelles offres, nouveaux outils à challenger par la communauté avec des processus proches du co-développement. Donc, ce webinaire-là sont encore une fois, il faut adhérer pour en faire partie. Voilà, merci vraiment à tous de votre présence nombreux ce soir. Et on se retrouve donc normalement dans un mois pour ceux qui veulent suivre nos webinaires. Et puis, vous pourrez le diffuser sur le replay à partir du site. Voilà, merci. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir Nicolas, Véronique, à bientôt. Au revoir à tous. Bonsoir.